Voilà pour les titres, nous sommes samedi 29 juin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, ouverture ce matin au CICB, des travaux de la 5e conférence internationale sur le dialogue islamo-chrétien autour du thème promouvoir les valeurs éthiques et spirituelles communes aux communautés chrétiennes et musulmanes au Mali et en Afrique, stratégie, défis et perspectives. La conférence devra permettre donc mettre en contribution les expériences des expertises d'éminents invités et participants pour apporter une réponse aux problématiques comme le rôle de l'État dans la régulation et le contrôle des cultes, ainsi que les modes de financement des sectes et leur impact sur le choix des responsables religieux. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la République, professeur John Kounda Traoré. Reportage Mamari Kone. Pour cette 5e édition de la conférence internationale sur le dialogue islamo-chrétien, ils sont venus de 23 pays d'Afrique et du monde. Ils ont 2 jours pour échanger autour du thème « Promouvoir les valeurs éthiques et spirituelles communes aux communautés chrétiennes et musulmanes au Mali et en Afrique, stratégie, défis et perspectives ». Cette édition vient au bon moment pour notre pays qui sort de la plus grande crise de son histoire. Vous savez tous le malheur qui a frappé le Mali en 2012, avec bien sûr des revendications sécessionnistes, mais surtout avec un plan diabolique de collision entre un narcotrafic sans scrupules et un djihadisme de mauvaise aloi. Vous savez la tragédie que la rencontre de ces 2 mafias a infligée au peuple du Mali, qu'elles ont saché de sa terre, forçant à l'exil intérieur et extérieur des centaines de milliers de femmes et d'hommes dont personne n'avait douté de la foi avant. Vous savez également le projet funeste de ces aventuriers d'essayer de coloniser toute la sous-région, toute la région, voire au-delà, au mépris des tombes de nos saints, de notre islam ou de notre christianisme qui ont rayonné à travers des siècles d'interpénétration et d'acceptation mutuelle. Par la voix de son président, l'Association malienne pour la paix et le salut a dénoncé la transformation de certains lieux de culte en QG de propagande et de campagnes politiques. Pour l'association, il y a lieu de dissocier action politique et action religieuse. Depuis 2008, l'Association malienne pour la paix et le salut organise en partenariat avec l'ambassade du Danemark ce type de dialogue islamo-chrétien. Un tel dialogue prône un ensemble de valeurs de progrès social et économique, de paix, de justice, de solidarité, de fraternité et de tolérance bâtis autour de la référence. Il se fonde également sur l'expression permanente de la volonté de s'unir dans un espace de droit, de démocratie, ainsi que la restauration et le développement de la confiance mutuelle entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Les participants aborderont également le rôle de l'État dans la régulation et le contrôle des cultes, les modes de financement des sectes et leur impact sur le choix des responsables religieux, ainsi que la réconciliation nationale et la reconstruction. Il s'agit de revisiter ensemble les forces et les faiblesses communes, en même temps que les opportunités et les menaces qui accompagnent la pratique de l'islam et du christianisme. J'ai bien dit la pratique, c'est-à-dire notre approche à la doctrine et à l'enseignement de ces 2 religions qui se sont respectées le long des âges, qui ont des références communes, qui professent les mêmes valeurs et procèdent des mêmes commandements. Les conclusions et recommandations qui sanctionneront cette rencontre devraient servir à l'espace de dialogue initié par l'Association malienne pour la paix et le salut, ce qui devrait contribuer dans la cohabitation pacifique des communautés musulmanes et chrétiennes. Les Nations Unies suivent de très près l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Mali. C'est ainsi qu'un bureau permanent des Nations Unies est ouvert à Kidal pour permettre une bonne application de certaines dispositions de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Il s'agit par exemple du cantonnement des groupes armés. Le Premier ministre Django Sissoko a échangé ce matin avec Hervé Latsou sur la question. C'était au cours d'une audience. Écoutons le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du département de maintien de la paix. Il est au micro de Mohamed Diarra. Lundi va s'opérer la transition entre la MISMA et la MINUSMA. C'est-à-dire que les Nations Unies prennent les manettes dans cette tâche
d'appui à la stabilisation du Mali. Cela se traduit concrètement par une série de tâches immédiates, y compris la préparation des élections présidentielles de fin juillet, mais également tout ce qui a trait à la restauration de l'intégrité territoriale et de la pleine souveraineté du Mali. Et de ce point de vue-là, les Nations Unies apportent un concours actif à la question de Kidal, pour trouver les bonnes solutions dans la mise en œuvre des accords du 18 juin de Ouagadougou. Alors, comment va s'opérer ce changement? Bien, ça signifie que les troupes qui sont actuellement déployées par les pays de la CEDEAO passeront sous casque bleu et que la MINUSMA assume l'ensemble des tâches, non seulement militaires et sécuritaires, qui étaient celles déjà de la MINUSMA, mais en plus toutes les tâches politiques qui lui sont fixées par le mandat du Conseil de sécurité dans la résolution 2100. Les Nations Unies, la MINUSMA, ont ouvert hier un bureau permanent à Kidal, où par ailleurs sont déployées des troupes, et donc nous sommes en train de travailler activement pour trouver les bonnes solutions sur les points qui sont, vous le savez, ceux du cantonnement des groupes armés et de redéploiement des autorités civiles et militaires maliennes dans cette portion du territoire. Nous restons avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'opération de maintien de la paix qui s'est rendu cet après-midi au centre du groupe scolaire Sega Diallo de Bozola en commune 2 du district de Bamako. Il était accompagné du gouverneur du district de Bamako, Hervé Latsou. Il est venu observer l'opération de distribution des cartes Nina. Cette visite s'inscrit dans le cadre du démarrage des opérations de la MINUSMA dans notre pays. Hervé Latsou nous livre ses impressions au micro de Fatoumata Kone. Écoutez, d'assister à cette circonstance importante, qui correspond à une décision unanime du Conseil de sécurité, et voir comment les choses se passent, et voir avec tous nos collègues qui sont déjà déployés, comment on peut assurer au mieux la mise en œuvre du mandat qui nous a été confié par les Nations Unies. Ces élections présidentielles sont un élément majeur de cette évolution vers un retour à la pleine opérationnalité de la démocratie malienne. Il s'agit de faire en sorte que le président pleinement légitime, quel qu'il soit, ce sera le choix des électeurs, mais ça fait partie de cette phase de retour à la normale qui est absolument cruciale, et nous sommes évidemment en appui avec tous les moyens dont nous disposons, qui ne sont pas encore les moyens définitifs, montant en puissance, mais nous avons par exemple déjà transporté du matériel électoral dans certaines localités du Nord, et donc nous allons faire le maximum. En prélude au déploiement très prochain de l'administration à Kidal, le ministre en charge de l'action humanitaire a offert au gouverneur de région 100 tonnes de vivres pour les populations de la 8e région administrative du Mali. Ce premier convoi humanitaire a quitté Bamako ce matin, Tiemogo Sagara. Kidal est revenu dans la République du Mali. La République se doit de retourner à Kidal. Elle le fera à travers ses représentants, c'est-à-dire l'administration générale. Cette administration n'ira pas à Kidal les mains complètement vides. Monsieur le gouverneur, je vous remets 100 tonnes de denrées alimentaires constituées de mil, riz, couscous, lait, sucre et thé, destinées à toutes les populations de Kidal, sans discrimination aucune. Je sais par avance que ces biens sont en bonne main et que vous en ferez l'usage approprié. Ce premier convoi de 4 camions transporte 80 tonnes de riz, 5 tonnes de mil, 3 tonnes de lait, 5 tonnes de sucre, 500 bidons de 20 litres, 231 cartons de couscous et 5 cartons de thé. Selon le ministre Mamadou Namouri Traoré, les besoins sont encore immenses compte tenu de l'intensité et de la durée de la crise. C'est pourquoi les magasins de l'OPAM ont été visités par les membres du gouvernement. Nous disposons encore dans nos magasins d'environ 237 tonnes pour le riz algérien, et 2500 tonnes pour le riz chinois. L'aide sud-africaine pour l'huile, nous avons encore plus de 48 000 bidons de 20 litres dans nos magasins.
Et une situation hebdomadaire de ces différents sortes est produite et mise à la disposition du ministère de l'Action humanitaire chaque semaine. Cette cérémonie a regroupé dans les locaux de l'OPAM le gouverneur de Kidal, le colonel Adama Kamisoko, son cabinet, les préfets, certains chefs de services régionaux et les élus. On vous l'annonçait hier, levée de l'immunité parlementaire de 9 élus de la nation. Cette protection judiciaire a été levée hier à la faveur de la séance plénière de l'institution. Les députés concernés sont Maître Muntakatal, Dr Oumar Mariko et Moussa Berté. À ceci s'ajoutent les 6 députés élus dans les régions du Nord. En revanche, l'Assemblée nationale du Mali s'est dit défavorable à la levée de l'immunité de Mahamadou Awa Gassama, élu à Yélémani, compte rendu Bourama Traoré. Le député Maître Muntakatal devient injusticiable comme tout le monde. À l'image de l'élu à Ségou, Moussa Berté et Dr Oumar Mariko perdent également leur immunité. Les 6 autres sont les députés élus dans les régions nord. De l'immunité donne l'occasion aux députés concernés de s'expliquer devant la justice. Tout ceci pour dire que nous ne venons pas ici chercher des coupables. Mon propos n'est pas de vous convaincre que les députés mis en cause sont coupables. Mon propos n'est pas de prouver que les faits qui leur sont reprochés sont têtus. C'est pour la justice que le gouvernement sollicite la mesure. Au demeurant, il n'y a rien de dramatique dans la levée de l'immunité. Bien au contraire, cette mesure doit bénéficier d'abord aux députés. Malgré les actions données par le ministre de la Justice, le député Mahamadou Awa Gassama reste sous la protection judiciaire. La levée de l'immunité de l'élu à Yélémani a été rejetée par les représentants du peuple. Raison invoquée, le traitement à l'amiable de l'affaire le concernant. La séance plénière s'est poursuivie avec le vote de 2 projets de loi. D'abord, les députés autorisent la ratification de l'accord de prêt signé entre le gouvernement et le Fonds africain de développement. D'un montant de près de 15 milliards de francs CFA, le prêt est destiné au financement du projet d'urgence d'appui à la reprise économique. Ensuite, les élus du peuple adoptent le projet de loi autorisant d'inondation dans la nuit du jeudi au vendredi. 120 mm de pluie se sont abattus sur les 2 villages, détruisant ainsi de nombreuses habitations. La plupart des maisons construites en banco se sont effondrées. Le gouverneur de région, le colonel Salif Traoré, a rendu visite aux sinistrés. Nous l'écoutons, il est au micro de Chaka Konaté. Je voudrais tout d'abord témoigner toute ma compassion à l'endroit de ceux qui ont tout perdu. Même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, nous constatons quand même qu'il y a des dégâts matériels assez importants. J'ai fait le déplacement avec des élus, des responsables locaux. Nous avons vu, j'ai eu contact avec la SOGEM, parce que vous avez vu que le barrage est tout à côté. Donc on ne veut pas s'avancer trop vite. Donc nous allons entamer une étude technique rapidement pour savoir les causes de ce sinistre-là et prendre des dispositions pour que ça ne se reproduise plus. Le chef de village a proposé de faire déplacer les villages. Alors, que lui répondez-vous? J'ai dit, il ne faut pas se précipiter. La SOGEM nous a informé qu'ils ont un expert qui est en route. Nous-mêmes, nous allons commettre nos experts ici. Ils vont travailler ensemble rapidement. Et nous dire, si c'est ça la solution, nous allons l'adopter, nous allons prendre toutes les dispositions pour la mettre en œuvre. Mais s'il y a une autre solution, pour créer par exemple un passage pour l'eau, on la jouera aussi. Je ne veux pas m'avancer tout de suite en disant voilà la solution, parce que c'est une question assez technique. Donc on va laisser les spécialistes faire leur analyse, ils vont nous proposer des solutions que nous allons mettre en œuvre rapidement. Direction Sikasso, près de 23 millions de francs CFA, c'est la valeur des mobiliers scolaires que le conseil de cercle de la localité vient de mettre à la disposition des écoles des centres d'animation pédagogique de Sikasso. Ce don est le fruit du partenariat conseil de cercle, programme d'appui au renforcement, déconcentration, décentralisation de l'éducation, de la santé, Bambi Idrissa Touré. Cette remise de dons des tables-bancs d'un montant de 22 650 000 francs CFA est une initiative du Conseil de cercle sur financement du programme d'appui au renforcement, déconcentration et décentralisation de l'éducation et de la santé PARDES. Elle est la réponse à un besoin fortement exprimé par les autorités scolaires du cercle de Sikasso et les communautés bénéficiaires. La particularité de ce partenariat, c'est que c'est les acteurs locaux au niveau cercle qui connaissent mieux les besoins des populations locales, qui programment les priorités
dans le cadre de la santé et dans le cadre de l'éducation. Donc ce partenariat, nous le voyons sur un bon angle et nous estimons le renforcer, le continuer pour que davantage nous pouvons soulager nos populations. Plus d'une dizaine d'écoles dans différents cercles de Sikasso bénéficieront de la présente donation qui vient alléger la gestion des effectifs pléthoriques. Occasion pour le président du conseil de cercle de louer les partenariats avec le PARDES. Aujourd'hui, grâce bien sûr au PARDES, on va pouvoir quand même avoir beaucoup d'enfants qui auront bien sûr des chaises, en droit d'état pour s'asseoir et étudier. Mais je dis que ce partenariat, j'espère que ça va continuer. Rappelons que le partenariat PARDES Conseil de Sikasso est vieux de 2011 et connaît beaucoup d'acquis en matière de santé et d'éducation. Dans le cadre du lancement de sa campagne d'information et de sensibilisation sur la consommation des produits alimentaires, le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali a organisé une conférence de presse. La thématique de cette campagne porte sur l'étiquetage des produits alimentaires vendus sur le marché national. La cérémonie a pour objectif d'inviter les populations à dénoncer tout produit suspect sur le marché Garibou-Pérou. La sécurité et la protection des consommateurs des produits alimentaires dépend de l'étiquetage. Il est la mesure la plus importante suivie par le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali. Voilà la raison pour laquelle se tient cette conférence de presse. Les conditions de fabrication, de transport et de conservation des produits alimentaires sont diverses. Il s'agit maintenant pour les consommateurs d'être vigilants aux publicités mensongères, de lire attentivement les étiquettes, le nom du produit, l'origine, le numéro du lot, la composition, le taux d'alcool, du sucre, etc. et de vérifier les dates de péremption souvent falsifiées avant d'acheter les produits alimentaires. Le consommateur a des droits. Le premier droit du consommateur, c'est le droit à la satisfaction des besoins essentiels, le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit à la représentation, le droit à l'éducation du consommateur, le droit à la réparation des torts, et le droit à un environnement sain. Ils sont au nombre de 8, consacrés par l'Organisation des Nations Unies. Créé en 1992, le Regroupement pour la défense des consommateurs du Mali est une organisation affiliée à l'Organisation internationale des consommateurs. Il n'a pas la vocation d'un tribunal de juridiction, mais une organisation d'information, de sensibilisation et d'éducation des consommateurs. Il revient des droits à chacun pour dénoncer tout produit alimentaire suspect sur le marché, surtout en cette veille du mois de Ramadan où certains profitent pour écouler les produits périmés. Voilà, faites beaucoup attention. La grève du syndicat national des impôts n'aura pas lieu après des négociations. Les responsables de la section du syndicat national des impôts décident de lever son mot d'ordre de grève. Écoutez à ce sujet le secrétaire général de la section syndicale, Ali Daou, au micro de Mohamed Touré. Suite au préavis de grève déposé pour les 1er et 2 juillet 2013, le ministre des Finances a demandé à rencontrer le bureau de la section syndicale nationale en présence des secrétaires généraux des douanes et du Trésor le 27 juin 2013 à 12h30 pour demander une suspension du dit préavis. Pour ce faire, le ministre des Finances a instruit au directeur national du Trésor et de la comptabilité publique de mettre à la disposition des agents des impôts le reliquat de la prime 2012 réclamée par le bureau syndical. Aussi, le syndicat a demandé et obtenu du ministre des Finances que toute la lumière soit faite sur la différence entre le montant normalement dû et le montant payé. Considérant que par lettre 00625 MF DRH SDEF du 27 juin 2013, le ministre des Finances s'est engagé à examiner la requête concernant la relecture de l'ensemble des textes concernés à partir d'un chronogramme à établir par les parties dans les meilleurs délais. La section syndicale décide ce jour, après consultation de la base, de la suspension du préavis de grève prévu les 1er et 2 juillet 2013. Par conséquent, invite l'ensemble des agents des impôts à continuer le travail avec le courage et l'engagement habituel reconnu.
Le bureau syndical remercie les agents pour leur mobilisation historique. Le ministre des Finances, Abdelkarim Konaté, a présidé hier vendredi à Dakar la réunion ordinaire du Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. Cette rencontre qui a enregistré la participation des ministres des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Mariampa Samoura, a adopté entre autres décisions importantes pour le compte des organes de l'Union. Le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 mars 2013, les états financiers du Conseil régional de l'épargne publique et les marchés financiers arrêtés au 31 décembre 2012, l'augmentation du capital de la BOAD et la révision de ses statuts, le règlement modifiant le règlement 0496 CMI-MOA du 20 décembre 1996 portant référentiel comptable commun au sein de l'UEMOA dénommé Système comptable ouest africain SISCOA, le règlement relatif aux émissions de bons et obligations du Trésor par adjudication ou par syndication avec le concours de l'agence UEMOA titre, le règlement relatif aux opérations de pension livrées dans les États membres de l'UEMOA. L'Union des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants KSI-JIGISEME a tenu ce matin son assemblée générale annuelle. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, parmi lesquels la présentation du rapport d'activité 2012, la présentation des états financiers de la même année et la programmation et le programme d'activité 2013. Abdrahman Maïga. L'intensification de l'offre de crédit rentable, l'amélioration du taux de remboursement des crédits autorisés, la maîtrise des charges et l'extension du réseau dans d'autres régions du Mali. Voilà entre autres priorités inscrites à l'agenda d'activité de l'Union des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et des commerçants du Mali, KSI-JIGISEME, en 2013. Cette révélation a été faite par les responsables de l'Union au cours de cette Assemblée générale annuelle de l'Union, assemblée au cours de laquelle d'importants sujets ont été au centre des préoccupations des participants, notamment le rapport d'activité de l'exercice 2012, les états financiers de 2012, les difficultés rencontrées au cours de l'exercice écoulé ou encore le programme d'activité de 2013. On notera avec intérêt la dégradation de la qualité de notre portefeuille de crédit, avec comme conséquence la radiation de 126 prêts pour 102 millions en pertes sèches, la constitution de provisions de 345 prêts pour 202 millions. 2012 a été une année extrêmement difficile pour les institutions de microfinance du Mali. Pour juguler les effets de la crise politico-sécuritaire, la KSC a pris un certain nombre de mesures, des dispositions qui lui ont permis d'atteindre un certain nombre de performances, notamment l'augmentation de son sociétariat de 13%, une baisse de 2% de l'encours de dépôt et une hausse de l'encours de crédit de 2,5%. Cet ensemble de performances a permis à la KSC-JIGISEME d'accroître son fonds propre de 2%, un fonds qui passe désormais de plus de 5,5 milliards à 5,6 milliards de francs CFA. Pour 2013, nous comptons toujours poursuivre le processus d'expansion et de consolidation de notre réseau par la poursuite du déploiement, la mise en œuvre des plans de redressement pour les caisses en difficulté et l'amélioration de la qualité de portefeuille de crédit des bases du réseau. La KSC envisage également poursuivre en 2013 tout en consolidant certaines actions entreprises en 2012. Il s'agit notamment de l'observation stricte du plan de redressement dans les points de service, du renforcement du recouvrement des créances en souffrance, la sécurisation de l'offre de crédit à l'échelle du réseau et enfin de la consolidation du contrôle interne et le renforcement du recours au TIC. Culture à présent, l'histoire du mouvement social et islamique malien de 1960 à 2011. C'est la nouvelle publication de Thierno Adi Thiam. L'ouvrage a été présenté hier au public. Dans ce livre de 70 pages, l'auteur fait un trait d'union entre l'islam et la politique. Le livre fait aussi ressortir les forces et les faiblesses des associations islamiques au Mali. Mohamed Diarra a parcouru le document. Voici son reportage. La plume d'un leader religieux pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les fondements de l'islam. Le livre s'intitule « Historique du mouvement social islamique malien de 1960 à 2011 ». L'auteur est Thierno Adi Oumar Thiam. C'est devant un parterre de personnalités que le livre a été présenté. L'architecture du livre est bâtie autour de 3 chapitres. De quoi donner de la matière aux critiques littéraires et autres amoureux du livre pour ouvrir le débat sur les récents événements survenus au nord du Mali. Allusion ainsi faite à l'intégrisme et à l'intolérance religieuse. Le livre tente de résoudre l'épineuse équation islam et politique. Morcho choisi. Thierno Adi Oumar Thiam a pris la distance du chercheur
pour présenter avec esprit de synthèse la très complexe dynamique de changement religieux qui travaille le corps et l'esprit politique de notre pays carrefour sahélien. Dans cet ouvrage de 70 pages, l'auteur lève un coin de voile sur les forces et les faiblesses des associations islamiques. En 2011, le livre nous apprend que le Mali enregistrait 106 associations musulmanes. Ce pluralisme, selon l'auteur, est imputable à un problème de leadership. C'est vrai, il y a eu la prolifération des associations islamiques, mais l'État doit être en avant-garde pour pouvoir gérer non seulement l'État et la religion en même temps. L'implication des leaders religieux dans la politique, le rôle des politiques dans la promotion de l'islam, l'auteur en a fait cas. Le fait que les religieux se sont levés pour défendre l'intérêt général du pays, ça c'était à saluer. La publication de cet ouvrage devra servir de repère pour la jeune génération. C'est en tout cas le vœu des autorités maliennes. La religion, surtout la religion musulmane en tant que telle, ne constitue pas une contradiction. Mais la contradiction réside dans les interprétations que j'ai la conviction que l'ouvrage du professeur Cham pourra être un remède. La publication de ce livre contribue à relancer le débat sur l'islam et la politique. Et au sortir de cette rencontre, chacun est reparti avec sa petite idée sur la question. Du livre au ballon, tout est de l'art. Sport football, la première demi-finale de la 53e Coupe du Mali de football vient de se jouer et victoire du Djoliba AC 2-0 face au club olympique de Bamako. C'était donc tout à l'heure au stade Omnisport Modibo Keïta. Voilà, si l'élément est prêt, on va aller avec le reportage de Aljouma Tina. Voilà les Rouges de Bamako en finale de la 53e Dame Coupe du Mali de football. Pour y arriver, ils ont battu le club olympique de Bamako sur le score de 2-0. L'ouverture du score de l'équipe de Heremakono est intervenue à la suite d'un penalty. Le joueur olympien Bokar S. Mariko est l'auteur de la faute sur cette action. La pénalité est donc transformée par Lassine Diarra à la 44e minute. 1-0 à la pause. Les Rouges corsent l'addition à la 84e minute. Le briscard Janvier Abouta, entré en deuxième mi-temps, inscrit le second but de la rencontre. Alors que le club olympique de Bamako était réduit à 10 depuis la 73e minute, suite au second carton jaune de Wali Diabaté. Avec ce succès, le Djoliba AC met fin à la suprématie du COB, qu'il avait éliminé 3 fois à ce stade de la compétition. Mais cette fois-ci, l'histoire ne s'est pas répétée et les Djolibis sont en passe de sauver leur saison. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Djoliba était plus fort que nous. Ils ont maîtrisé les matchs durant 90 minutes. Nous, on n'a jamais su réagir. Il faut le reconnaître. Il y a des jours comme ça où ça ne marche pas. Nous, on pensait se reposer sur des jeunes qui n'ont pas l'habitude de la compétition. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut penser ça comme ça. Nous, on va rester là, en tout cas, et continuer à travailler pour le reste de la saison. On était venu aujourd'hui, au moins, c'est pour vraiment jouer notre chance, aller en finale. Surtout qu'on a que la Coupe du Mali facilement pour sortir en compétition africaine l'année prochaine. Donc, je tire chapeau aux jeunes. Le match en première mi-temps, ça n'a pas été facile. Mais en deuxième mi-temps, on a su mettre le pied sur le ballon et puis on a mis l'occasion qu'on a trouvée. Recordman de la Coupe du Mali avec 19 trophées, le Djoliba AC jouera la finale de la 53e édition le 13 juillet prochain. Voilà, victoire du Djoliba AC 2-0 face au club olympique de Bamako. Demain, la seconde demi-finale opposera le stade malien de Bamako et le Niana de Koulikoro. Coup d'envoi à 17h au stade Omnisport Modibo Keïta. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. L'ensemble de la rédaction vous donne rendez-vous demain à 20h. Mais avant, Aïssata Ibrahim Maïga sera là pour l'édition de 13h. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.